Pardon. Donc, je reviens ici sur les types en JavaScript, étant donné que les types ne sont pas prédéfinis comme vous faites en Java. En Java, tu fais int, nom de la variable, tu ne pourras pas mettre une chaîne de caractères dedans. En JavaScript, ce n'est pas vrai. Tu es capable de faire let x égale 5, puis plus loin, faire x égale chaîne de caractères bonjour. C'est pour ça qu'il y a un opérateur qui nous permet de déterminer le type d'une variable. Tu fais type of, le nom de la variable, et ça va te répondre c'est quoi le type. On a un exemple ici sur type of 0, ben c'est un number, type of 10n, c'est un big int. Et il y a une petite particularité ici. Si vous regardez type of math, qui est une classe qui contient toutes les fonctions mathématiques, ça retourne objet. Type of nul, particularité, objet. Donc, il y a beaucoup de particularités en JavaScript. Je l'avais expliqué, c'est un langage qui traîne un lourd passé. Et pour des bonnes ou mauvaises raisons, pour ne pas briser les sites qui utilisent du JavaScript, ben, les comportements étranges sont encore supportés. Et là, ici, on a math qui est un objet interne. Et c'est pour ça qu'il retourne objet. On l'a vu ici, là. Math, objet. C'est en fait une classe qui contient des méthodes. Et on a un autre. Je vais juste marquer David comme étant présent. Et vous voyez aussi la particularité du résultat de type of d'un nul qui retourne un objet. On est ici, type of nul retourne un objet. C'est gardé pour compatibilité antérieure. Alors, c'est pour ça que si tu prends du code sur l'Internet JavaScript, là, puis que tu vois le préfixe var devant la définition des variables, parce que c'était la façon de définir les variables en JavaScript auparavant, ben, c'est important de comprendre que tu risques d'avoir plein de petites particularités comme ça. Bon, nos 8 types de données primitives, number, begin, string, bool, null, undefined, object et symbole, et type of nous permet de savoir lequel est lequel. Pour le reste, je vais sauter les exercices pour tomber dans l'autre partie. De toute façon, vous l'avez, celui-là. L'autre bout intéressant et problématique, c'est que les conversions se font sans que tu aies à faire de cast. Donc, tu peux comparer la chaîne de caractères 5 avec le nombre 5, puis ça va retourner true. C'est pour ça qu'en JavaScript, on a la triple égalité pour laisser. Alors, vous avez des if à faire, là. Comprenez bien que tu as if, la double égalité, qui est la même chose qu'en Java. En JavaScript, on a la triple égalité pour garder la comparaison et du type et de la valeur. Ce qui va faire que le triple égale let, si on a fait un let x égale 5, entre guillemets, qui est la chaîne de caractères, let y égale 5, qui est un number, ben le double égal va retourner true, le triple va retourner false. Okay. Ça termine le cours 10 que vous avez. Le cours 11, je l'ai déposé. Et je pense que la plus belle image qu'il y a ici, c'est une image du DOM. Et le DOM, là, il est écrit, si on lit comme ça, Document Object Model. C'est
comme ça que voit votre navigateur, votre page HTML. Il fait un rendu graphique de ça. Mais à l'intérieur de la tête de votre navigateur, il y a une structure arborescente qui commence par le document, ensuite HTML, ensuite l'entête, le header, le corps HTML qui est le body. Et là, à l'intérieur du header, bien, vous pouvez avoir le titre. Et dans le titre, bon, ben, l'élément titre possède un My Title, mon propre titre. Et ensuite, tu as des éléments H1, qui est un heading, un en-tête de niveau 1, un élément A, qui est un href avec un lien externe. Donc, à l'aide de JavaScript, on a un API de modification du DOM. On va être capable, en exécutant du code, de venir modifier le contenu, de rajouter un nœud à l'intérieur de notre arbre. Et c'est comme ça qu'on fait notre TP. Donc, le DOM, c'est la représentation des données de la page. Et l'API nous permet d'y toucher. Donc, c'est là où on va venir, à l'aide des getObject, à l'aide des innerHTML, le changer, puis je vous le montrerai dans le cas du code. Donc, chacune des propriétés, des méthodes et des événements, il y a beaucoup de méthodes et d'éléments. Et quand tu sais que ça existe, ben, tu es en mesure de faire une recherche. Donc, ce que je veux, c'est juste un peu vous introduire au DOM et aux méthodes importantes qu'on a besoin pour le manipuler. Le DOM, ce n'est pas un langage de programmation, c'est vraiment une structure de données. À l'époque, JavaScript et le DOM, c'était très couplé. Maintenant, c'est séparé. L'API de notre page web nous permet d'accéder au DOM avec JavaScript. Et on a deux éléments principaux, le window, qui est le navigateur, et document, qui est la page elle-même. Alors, l'objet window, c'est la fenêtre dans laquelle se trouve le DOM. Et on peut l'accéder à l'aide de la propriété document.defaultView. Et quand vous utilisez alerte, vous utilisez l'objet window qui a une méthode qui s'appelle alerte. Puis window close, ben, c'est ce qu'on utiliserait pour fermer la fenêtre. Donc, la structure arborescente, je pense que l'image qu'il y avait en page 1 est plus évocatrice que ce qu'on a ici, mais on a le body, puis à l'intérieur du body, on peut avoir des tables, on peut avoir tous les éléments que vous avez dans votre page HTML se retrouvent dans le DOM. Et l'API qui est disponible, c'est le HTML document. On ne travaillera pas sur le XML, mais vous devez savoir que même si tu charges du XML au lieu du HTML dans ta page, il y a un API pour travailler. Le style sheet, on a des propriétés ici qui sont en lecture seule. Donc, quand tu fais un document.document élément, ça retourne une collection avec tous les éléments HTML de ta page. Last style sheet set, ça va te retourner ta feuille de style. Si tu utilises document.body, ça va te retourner une collection avec tout le corps de ton HTML. Et à partir de là, on va être capable de faire des getElementById pour aller trouver des éléments de la page HTML qu'on va vouloir modifier. Je vous dirais que cette méthode-là qui est ici et qui est utilisée dans le code JavaScript qui vous est donné en exemple est probablement la fonction la plus utilisée en JavaScript pour modifier du contenu HTML. Parce que pour toucher un élément, il faut, le localiser.
Et la méthode pour localiser un élément, c'est habituellement son ID. Donc, vous avez dû apprendre dans votre cours de programmation où vous avez appris à faire du HTML qu'il est possible d'associer un ID à un objet HTML. Est-ce que je me trompe? Si on s'en vient ici, dans un labo. J'aurais dû l'ouvrir avec Visual Code. Donc, ici, on voit aucun ID. Si on regarde, on n'a pas d'ID, on va en profiter pour aller chercher les ID ici, j'ai créé une div qui est un conteneur. Il y a deux types de conteneurs en HTML, les divs et les spans. La seule différence entre une div et une span, c'est qu'une span, ça continue de s'afficher vers la gauche, tandis qu'une div, c'est séparé. Et ici, vous avez vu que j'ai mis un ID. Je ne suis pas obligé, hein? J'aurais pu avoir la div qui est définie comme ça. Mais de cette façon-là, je ne serais pas capable d'aller trouver cette div-là. Oups. On va l'enlever. ID égale root. Alors, de cette façon-là, j'ai maintenant une clé unique pour trouver un élément dans ma page. Et le query selector, c'est un peu la même chose qu'un getElementById. C'est ce qui nous permet de localiser un élément. Puis on va l'affecter à une variable. Un coup qu'on a mis l'élément associé à une variable, bien après ça, je peux modifier les propriétés de l'élément. Donc, le query selector me permet de choisir n'importe quel élément, puis il va toujours retourner le premier qui correspond à mon sélecteur, puis je vais être capable de passer dedans. Je ne toucherai pas les sélecteurs sur le CSS. Je vais supposer que vous en avez fait assez, mais c'est le même principe pour les sélecteurs. Puis là, on va regarder le code. Ça va peut-être être un petit peu plus clair pour vous ce que le code faisait. Donc, je reviens ici. J'ai ma page emp.html que j'ai modifiée. Et j'ai mon code JavaScript. Et on voit que je m'en viens ici. Ça, c'est ce qui s'occupe de faire le fetch. C'est ce qui s'occupe d'aller chercher dans ma BD le matériel. Et on voit ici, je crée un nœud. Create Node, c'est une méthode de l'API du DOM qui crée la même chose que si je m'en allais, entre autres, dans ma page HTML et que je m'en venais ici et que je faisais
Ça ici, c'est un create node. J'ai créé un nœud dans ma page. Le type d'élément que j'ai créé, c'est un UL pour un unordered list. Donc, la méthode qui est ici vient créer des éléments. Quel élément? Ben là, ce que j'ai demandé, c'est de faire un ELI. Donc, cet élément-là. Je crée un ELI et une span. Puis, je vais mettre dans la span mon contenu que j'ai été lire ici. Et un coup que mon contenu est fait, je l'ajoute avec la fonction append qui, elle, vient le mettre. Donc, j'ai localisé le parent et après ça, ben, en fait, je l'ai créé. Puis après ça, je lui ajoute ses deux enfants. EMP-UL, la liste que je vais chercher, c'est ici que je fais le getElementById. Ça me permet de trouver dans ma page HTML on cherche l'ID. Employé. Donc, ça m'a permis de trouver cet élément-là dans mon programme JavaScript. Et en dessous d'un UL, habituellement, ce qu'on met, ce sont des LI pour les éléments de la liste. Alors, MPUL, j'ai trouvé l'élément employé dans ma page. Donc, j'y suis associé et on voit qu'on ajoute mon élément LI à EMPUL. C'est comme ça que j'ajoute tous les petits éléments de la liste en faisant une boucle à l'aide de mon map sur tous les éléments. Alors, c'est pas plus complexe, c'est un grand mot, mais c'est ça que c'est. Lorsque tu manipules du HTML dans une page avec du JavaScript, la première chose que tu fais un getElementById ou un query selector, mais c'est la même chose. Tu y passes l'élément que tu veux trouver, comme on a ici, et l'élément que tu trouves, tu l'associes à EMPUL. EMPUL est donc un pointeur sur l'élément qui a été trouvé. Et tu vas être capable de t'en servir pour, ici, nous, on fait l'ajout des listes dans le parent qui est le unordered list. Mais tu pourrais le faire sur un H1. Si ici, tu cherchais un élément H1, mettons, pour les besoins de la cause, tu vas encore faire un document .get element. Puis là, tu peux choisir by tag name, by un tas de trucs. On va encore faire un by ID. Puis là, l'ID, c'est toujours une chaîne de caractères. Puis là, je n'ai pas mis d'élément H1 dans ma page, mais on va en mettre un. Je dis H1? Oui. Et lui, je pourrais lui mettre un ID. C'est une chaîne de caractères. H1. Donc, j'ai créé un ID sur mon H1, je vais l'utiliser. Et après ça,
Là, ici, c'est mes déclarations. Avant de faire ça, j'aurais le droit de faire lmh1.innerHTML va être égal à test. InnerHTML, c'est le contenu qu'il y a dans le tag. Donc, quand on veut modifier un élément HTML dans notre page, le premier travail qu'on a à faire en JavaScript, c'est de le localiser. Ensuite, et après l'avoir localisé, c'est de le modifier. Et pour le modifier, on peut faire ça ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Fait que ça vient d'enlever un petit peu de mystère autour de pourquoi est-ce qu'on fait un document.getElementById. C'est pour se créer un pointeur dont on va se servir par la suite pour aller modifier le contenu HTML. Et ici, je mets le contenu de ma spam, qui est le résultat de ma requête qui est ici, qui s'est faite par le fetch URL. Ben voilà, c'était le petit bout que je voulais vous donner pour vous permettre de faire le reste du TP. Et je demeure disponible pour répondre aux questions. Je vais arrêter ici l'enregistrement.